Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Après un petit moment, sans faire de vidéo. Bon, en l'occurrence, le marché, voilà, il bougeait pas, il se passait pas grand-chose. Je suis parti en vacances. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. On va parler du Bitcoin, bien évidemment. Je vais faire pas mal d'analyses, que ce soit sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur les alts. Et on va ensuite surtout parler des alts et du comportement des alts depuis, on va dire, à peu près les 18 derniers mois. Voilà, depuis vraiment qu'on a tapé le point bas sur l'ensemble du marché et qu'on est reparti sur une phase haussière sur Bitcoin. C'est important de le préciser. Il y a eu énormément de choses assez intéressantes sur les alts, mais surtout des choses très différentes de ce qu'on a pu avoir par le passé. Et d'où le titre de la vidéo, pourquoi il faut changer de stratégie sur les altcoins. Eh ben, ceux qui ne s'adaptent pas, malheureusement, en fait, ils vont pas être capables d'en tirer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est un constat que je fais. Il y a beaucoup de personnes qui appliquent des anciennes stratégies qui malheureusement pour eux en fait ne fonctionnent pas et ont toutes les chances de ne toujours pas fonctionner dans le futur. Parce que un des gros pièges aujourd'hui en investissement, c'est juste s'entêter sur une stratégie qui ne marche pas en espérant qu'elle marche plus tard. Voilà. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est évoluer, s'adapter, mettre en place des stratégies qui fonctionnent maintenant, quitte à les rechanger plus tard s'il faut encore être amené à les changer et pas juste appliquer une stratégie parce que ça a marché par le passé. Ça marche pas depuis 1 an et demi, mais c'est pas grave, ça marchera plus tard. Ça, je suis désolé, mais ça, c'est pas du tout une bonne manière en fait de penser. Donc, pas mal de choses pour le coup à voir dans cette vidéo. Avant de commencer, petit rituel, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. La prochaine est en préparation. Elle sera envoyée d'ici la fin de la semaine ou alors début de semaine prochaine. Je rappelle en fait que dans les lettres d'investissement, je partage beaucoup plus ce que je fais, on va dire, à titre personnel, mes entrées, mes sorties, etc. Dans les vidéos YouTube, parfois j'en parle, mais voilà, certains vont me dire ouais, mais là tu dis que tu as fait ça, mais tu ne l'as pas dit sur les vidéos. Ben oui, effectivement, c'est pour ça en fait que je partage également ce genre de choses dans mes lettres d'investissement. Et encore une fois, je le répète, même si je pense que vous le savez, je ne me considère pas comme youtubeur. Je ne fais pas en fait des vidéos tous les jours, donc je n'ai pas non plus à vous tenir au courant de ce que je fais, d'accord? Moi, je partage des choses quand j'ai le temps en fait de le faire. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'être prises. Je suis pas là en fait pour commencer à faire des vidéos tout le temps pour dire faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes suffisamment grand en fait pour pouvoir faire votre propre avis. Moi, je dis ce que je fais. Après que vous n'ayez pas pu le faire, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Pour le coup, il y a mon groupe privé par contre dans lequel là, oui, on peut suivre exactement tout ce que je fais. Voilà, parce que là, je suis disponible au jour le jour pour partager. Et là, je dis exactement ce que je fais. Voilà. Alors, on commence maintenant par la partie analyse technique. Donc, on commence par le Bitcoin. Donc, un Bitcoin qui depuis, grosso modo, le mois d'octobre, on a eu donc cette première phase haussière pré-ETF. Voilà, donc dès qu'il y a eu vraiment des très très forts, des fortes convictions sur le fait que les ETF seraient acceptés, parce qu'on avait énormément de signaux positifs qui allaient dans ce sens, il y a eu une forte anticipation, c'est ce qui a provoqué cette grosse phase de hausse où on est passé grosso modo des 30 000 $ aux 43 45 000 $. Il y a eu le petit moment sell the news, mais en réalité pas grand chose quand les ETF ont vraiment été lancés. Il y a eu une toute petite correction. Même moi, je pensais qu'il y aurait une correction un petit peu plus forte. Pour le coup, on ne l'a pas eu. Et après, par contre, boum, deuxième phase d'accélération soutenue massivement par les ETF et par les flux positifs de liquidités qui rentraient via les ETF. Aujourd'hui, les ETF, je rappelle que ça pèse pour à peu près 50-55 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, ok, une partie était déjà présente dans le fonds de Grayscale, mais c'est pas exactement pareil parce que c'était un fonds qui n'était pas très liquide, où c'était assez difficile pour le coup de pouvoir sortir de ses positions parce que les bitcoins étaient bloqués sur une certaine période de temps. Là, on est vraiment maintenant sur des produits qui sont beaucoup plus liquides, donc c'est quand même pas exactement pareil, même si une partie
de la liquidité en fait était plus ou moins déjà investie, je vous l'accorde. Et ensuite, il y a eu toute cette phase de hype. Je pense que le mois de mars a été extrêmement optimiste. Il y avait énormément de nouvelles personnes qui rentraient. Voilà, ça a commencé un petit peu à s'enflammer, on va dire, sur les réseaux. Au niveau même des indicateurs de type Fear and Greed, on commençait vraiment à être sur les plus hauts. Et donc forcément, il s'est passé quoi? Comme à chaque fois, pour le coup. On n'a pas eu une grosse correction, mais par contre, on a eu une stabilisation. Voilà. Et donc là, on stabilise depuis maintenant plusieurs mois. Et tout simplement, en fait, ce que ça nous a montré, c'est que on a eu cette phase haussière avec les ETF. Pré et post-ETF, clairement, ça a favorisé beaucoup le Bitcoin. Maintenant, comme à chaque fois, rien ne monte en ligne droite. Tout, à un moment, se prend des corrections ou des phases de stabilisation. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Au niveau des indicateurs on-chain, là, je ne les ai pas comme ça, mais pour le coup, c'est assez visible de voir en fait qu'il y a eu rapidement un essoufflement des nouveaux entrants, où en fait, il n'y avait plus de nouveaux entrants. Mais par contre, il y a une particularité intéressante, c'est qu'en général, quand il y a des phases où ça stabilise, les nouveaux entrants, en général, eux, ils sont venus pour un gain rapide, en fait, ils partent. Donc, ils revendent. Et ça amplifie les phases de baisse. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on a eu. On n'a pas du tout eu, parmi les nouveaux entrants, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés exposés au marché. Et ça, pour le coup, c'est assez significatif. Et on le voit au niveau des flux sur les ETF. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de vente. Et c'est aussi l'une des principales raisons pour laquelle en fait, le Bitcoin a autant stabilisé et n'a pas beaucoup corrigé. Je pense qu'encore une fois, si on était dans les cycles précédents, on n'aurait pas eu les mêmes types de comportements parce qu'on n'aurait pas eu les mêmes types d'investisseurs et donc on se serait pris une correction beaucoup plus importante. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte parce que, encore une fois, les marchés, ils évoluent en permanence. Il faut arrêter de faire du copier-coller avec ce qui s'est passé sur les cycles précédents. Les nouveaux acteurs de marché, cette nouvelle liquidité, elle se comporte de manière différente parce que c'est des institutions, des personnes qui savent beaucoup mieux investir que tous les petits débutants qui vont se faire massacrer en fait sur le marché, comme ça a pu être le cas sur les précédents cycles. Ils ne sont pas là pour du gain rapide. Beaucoup de fonds ont ajouté en fait une allocation Bitcoin, c'est pas pour ressortir 3 semaines après. Donc là, on le voit vraiment, ce changement de comportement. Maintenant, là, on avait quand même des configurations plutôt très haussières, notamment quand on était ici proche de la zone des 69-70 000 et que ça commençait à bien stabiliser. C'est vrai que là, les signaux étaient plutôt très haussiers, même si on commençait à avoir un peu de divergence au niveau du RSI, mais rien de bien méchant en réalité. Mais par contre, boum, dès qu'on a commencé à casser à la baisse cette petite phase de stabilisation, et notamment le RSI qui a commencé à rapidement se rapprocher de la zone des 50, moi, de mon point de vue, on a eu les premiers signaux vendeurs. Et c'est même pour ça qu'au niveau de ma stratégie, j'ai envoyé 2 signaux. J'ai envoyé un signal très précoce dans la zone des 69-70 000 $, parce que j'estimais que le risk-reward pour sortir était super intéressant. On avait une zone de résistance juste au-dessus, dans la zone des 71 500 et un prix qui stabilisait. Donc c'est en fait le risk-reward est beaucoup plus intéressant pour ceux qui veulent vendre que pour ceux qui veulent acheter. Alors peut-être que pour certains c'est contre-intuitif, mais en fait il vaut mieux vendre sur ces niveaux que acheter. En tout cas d'un point de vue purement trading, le risk-reward est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a un potentiel de baisse qui est assez important, alors que pour le coup à la hausse, c'est un peu plus difficile de gérer son risque avec des stops qui sont proches. Et le potentiel de hausse, en fait, il est inconnu. Voilà. Donc, même si oui, on peut partir sur des grosses phases d'accélération et tout, quand on fait de la gestion active, en général, il vaut mieux vendre le plus haut possible. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc, premier signal de vente envoyé ici. Deuxième signal envoyé ici. Lorsqu'on a cassé en fait le MA13 et qu'on s'est retrouvé dans cette zone-là, moi, j'ai pris le risque, en tout cas, de sortir encore pour me protéger d'une phase baissière qui viendrait chercher soit le bas du range, soit qui le casserait pour aller chercher beaucoup plus bas. C'est le scénario plutôt baissier qui s'est mis en place. On a fait un rebond parfait sur le bas du range, petit pullback. On s'est refait rejeter dès la première zone de résistance. Ça confirme une tendance baissière qui est en train de s'installer sur du court terme et on vient breaker de manière assez sale pour le coup notre range qui tenait depuis quand même plusieurs mois et on est venu chercher pour l'instant les premiers niveaux de support plutôt attendus dans la zone des 50% de retracement des Fibonacci
on est plus ou moins dans la zone des 55-56 000 dollars. C'était l'une des premières zones plutôt attendues. Là, dans les retracements des 61,8, on est dans la zone des 52 000 dollars et on a également la moyenne mobile 100 qui est ici dans la zone des 51. Donc ici aussi, c'est clairement une zone de support qui peut vraiment être intéressante. Et ensuite, encore une fois, tant que ça continue de baisser, on peut encore aller chercher tranquillement la zone des 45. Pour moi, ça ne remet absolument pas en cause la tendance haussière de moyen à long terme. Voilà. Par contre, ça marque clairement une pause, ce qui veut dire que c'est pas demain la veille qu'on va refaire un nouvel ATH et repartir en mode bull market, en mode grosse euphorie. Ça prendra du temps. Et encore une fois, le temps est nécessaire pour être capable de construire des dynamiques haussières beaucoup plus saines. Moi, je suis vraiment très content pour le coup que le Bitcoin il se soit arrêté. Ça permet en fait de consolider les bases, de construire une dynamique qui est beaucoup plus intéressante. Ça nous évite également d'avoir peut-être des corrections très très fortes, parce que parfois c'est pas forcément souhaitable. Et par contre, ça construit une tendance haussière qui est, de mon point de vue en tout cas pour l'instant, beaucoup plus saine. Bon, maintenant, si on commence à s'installer un peu trop longtemps dans la zone des 45 et que ça continue encore à baisser, ce sera une autre histoire. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Inutile d'en parler. Encore une fois, il faut toujours être capable de s'adapter en fonction de l'évolution des signaux. Donc là, aujourd'hui, on est dans une configuration qui est baissière à court terme. Et la seule chose maintenant à surveiller, c'est de savoir est-ce que les vendeurs vont rapidement reprendre la main ou pas. Je rappelle toujours que dans une tendance baissière, arrêtez d'essayer tout le temps d'attraper le point bas. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, le problème, c'est que vous allez prendre des pertes qui sont très importantes si vous ne gérez pas correctement vos risques. Ok, on peut acheter la zone des 56. Maintenant, si on a un rebond, ce qui est totalement probable, qu'on revienne chercher la zone des 60-61 et boum, que ça repart à la baisse, ça c'est clairement une tendance baissière qui va s'installer. À chaque fois, dans une tendance baissière, il y a des rebonds. Ces rebonds, ils piègent systématiquement toutes les personnes qui sont que dans leur tête en mode faut acheter, faut acheter, faut acheter, faut acheter. Non, je suis désolé, en fait, il ne faut pas acheter une tendance baissière. Encore une fois, il faut attendre. Donc oui, on peut l'acheter si on gère ses risques. Ça veut dire avec une certaine pondération, bien évidemment, en fait, qu'on peut le faire. Et après, on peut se permettre de moyenner à la baisse. Bien évidemment qu'on peut le faire. Mais très souvent, très peu de personnes en fait vont vraiment appliquer une stratégie pour gérer correctement le risque et ils vont juste acheter avec l'argent qu'ils ont sans savoir que pour le coup on peut faire un rebond. D'autres vont encore plus se faire piéger en achetant dans la zone des 60-61 en mode c'est bon ça repart, on achète. En fait non, on achète une résistance locale et boum, on repart à la baisse. Et on peut très bien pour le coup venir chercher ce niveau ici, repartir dans la zone des 50-51, rebondir de nouveau et refaire une accélération finale pour aller chercher dans la zone des 45. Et au final, tous ceux qui vont se précipiter à l'achat, eh ben, ils vont se faire massacrer parce qu'ils auront une moyenne d'achat qui sera très mauvaise. Et je ne parle même pas de ceux qui sont précipités à l'achat à la première vague baissière qu'on a pu avoir dès le mois de mars-avril, où tout de suite j'ai vu sur les réseaux, dès qu'il y a eu la première vague baissière, buy the dip, faut acheter, c'est ultra bull. Bon, encore une fois, ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait après, mais je suis certain que dans la plupart des cas, ils se sont fait rincer et aujourd'hui, ils sont complètement sous l'eau. Voilà. Donc, grosso modo, là, la chose même la plus logique de faire, ce serait même plutôt d'être vendeur. Voilà, c'est si on a un petit pullback dans la zone des 60-61, c'est une zone de short avec un stop dans la zone des 64-65. Voilà, là pour le coup, on a une belle configuration pour jouer une continuation baissière. Encore une fois, c'est pas ce que je ferais parce que je ne prends pas de position vendeuse, sauf pour me hedger. Mais en l'occurrence, c'est ce qui pourrait paraître le plus logique. Voilà, que de jouer un achat sur une petite zone de support qui pour l'instant reste dans une tendance qui est baissière sur du court terme. Voilà. Donc maintenant, on va voir jusqu'où est-ce qu'on va baisser. De mon point de vue, je reste exposé au marché à hauteur de 50% en l'état actuel des choses, mais avec une moyenne de sortie qui est quand même très élevée vu qu'on est sorti dans la zone des 69 000 $. Donc en fait aujourd'hui, ceux qui font de la gestion active et qui suivent mes recommandations, on est vraiment dans une position qui est extrêmement confortable. C'est-à-dire que plus ça baisse, tant mieux, on va pouvoir être en capacité en fait de racheter beaucoup plus bas. Et si jamais en fait ça ne baisse pas et que ça rebondit tout de suite, et ben en fait on pourra éventuellement re-rentrer sur les mêmes niveaux dans le pire des cas. Mais à mon avis, on pourra même rentrer un petit peu plus bas. Et donc dans ce cas-là, pour le coup, on aura juste annulé une bonne partie de la volatilité et de la baisse,
mais on n'aura impacté en rien la performance. Et c'est tout le principe de la gestion active. Par contre, ceux qui aujourd'hui sont full exposés au marché, eh bien, ils font quoi? Ils serrent les fesses. Voilà. Ils serrent les fesses et ils prient en fait pour que ça n'aille pas trop bas, parce que pour le coup, sinon ils vont se prendre des grosses pertes. Et en plus de ça, c'est accompagné en fait du risque de faire n'importe quoi. Parce que si on commence à se prendre des pertes trop importantes, c'est là où on peut être amené à paniquer, à vendre. Et ça, on l'a vu sur les graphes, on le voit, pas forcément sur le Bitcoin, mais sur les alts, on a eu une petite phase de capitulation. Signe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont capitulé, qui ont vendu sur des niveaux extrêmement bas, après des décotes de 60-70%. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on achète en mode hold, sans aucune stratégie en fait de sortie, et qu'après on subit toute la baisse. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est mon cheval de bataille, parce que la gestion active, elle n'est pas si complexe que ça. Elle est bien évidemment plus compliquée que de faire du hold. En même temps, du hold, c'est pas compliqué, il faut juste acheter et rien faire. Donc pour le coup, c'est pas très compliqué. La gestion active, par contre, quand on la comprend et qu'on commence à la maîtriser, elle vous permet en fait vraiment d'être à l'aise, peu importe les conditions de marché. Et ça, moi en tout cas, je trouve que vraiment, ça n'a pas de prix. Parlons maintenant un petit peu plus de l'Ether. L'Ether, clairement, il a galéré une bonne partie de l'année, qu'on ne se le cache pas. Mais aujourd'hui, notamment avec les annonces sur les ETF et un ETF Ethereum qui devrait être lancé d'ici quelques jours, voire quelques semaines, c'est pas encore, il n'y a pas de date précise vraiment fixée, mais en tout cas, c'est imminent. Il est clair que l'Ether a montré des signes de résilience par rapport au Bitcoin, chose qu'il avait eu beaucoup de mal à montrer depuis 1 an et demi. Bien évidemment que les ETF Ethereum ne sont pas clairement, enfin c'est en corrélation directe avec cette résistance-là. Et en fait, on a un Ether qui a été capable de tenir son support, mais attention quand même, son retracement avait déjà été beaucoup plus important. On a déjà fait un retracement 61,8 qui en fait office de support depuis un bon bout de temps quand même. Et on est extrêmement proche de nos différentes moyennes mobiles, la moyenne mobile 100 et le MA200. A contrario, sur le Bitcoin, on n'a même pas tapé la zone des 61,8, donc quand même le retracement a été beaucoup moins important. Mais en tout cas, l'Ether tient. Maintenant, il a quand même retracé tout son mouvement lorsqu'il y a eu l'accord plutôt surprise de la SEC sur les ETF Ethereum. Donc il a quand même complètement retracé. Donc ça veut dire encore une fois que toutes les personnes qui se sont positionnées en mode les ETF sont acceptés, c'est to the moon, eh bien ils sont fait rincer. Voilà. Encore une fois de plus, ceux qui prennent des décisions dans la précipitation parce qu'une news est tombée, en général, c'est jamais une bonne idée. Voilà, c'est jamais une bonne idée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que quand la news est tombée, pour le coup, j'ai regardé un petit peu donc la configuration technique. Tant que sur le Bitcoin, on était dans une configuration haussière et notamment ici, dans cette zone-là, avec un Ether qui stabilisait plutôt bien, j'ai commencé à surpondérer un petit peu l'Ether. Par contre, dès que le Bitcoin a donné son premier signal de danger, j'ai tout de suite sorti ma surpondération en Ether et j'ai même vendu une partie en fait de mon portefeuille et j'en ai encore vendu un petit peu plus après. Et donc au final, j'ai absolument pas pris la baisse de l'Ether parce que je ne regarde pas que l'Ether, je regarde aussi le Bitcoin. Et pour l'instant, il n'y a aucune surpondération de l'Ether. Je prendrai une surpondération quand j'aurai vraiment des multiples signaux sur Bitcoin et sur l'Ether. Pour l'instant, malheureusement, on aurait pu avoir un truc intéressant, mais on ne l'a pas eu et ça s'est vite retourné. Et c'est encore une fois toute l'importance de la gestion active. Si on regarde maintenant l'Ether contre le Bitcoin, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus, il y a du positif. On a une stabilisation, chose qu'on avait été incapable d'avoir jusqu'à présent. Maintenant, on reste toujours sous nos principales zones de résistance. Donc pas de quoi s'enflammer sur l'Ether. Regardez cette zone de résistance-là, par cette droite de tendance, plus la moyenne mobile 100 et le MA200 qui n'a même pas encore été vraiment touché. À chaque fois qu'on est venu la toucher, on s'est fait boum, éclater. Boum, boum. Voilà, à chaque fois, les vendeurs reviennent. De la même manière ici, lorsqu'il y a eu la news sur les ETF, on s'est arrêté dans cette zone. On a fait maintenant une phase de stabilisation. Mais ça mérite encore des confirmations. Voilà. Il faut être capable de venir breaker cette zone et je pense que franchement l'Ether a encore besoin
de pas mal de consolidations avant d'être capable de vraiment partir sur une dynamique haussière. Donc ça, c'est ce que moi, en tout cas, je vais être amené à surveiller et je ne vais surpondérer l'Ether que lorsque j'aurai un signal intéressant. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des ETF Ethereum que l'Ether va surperformer Bitcoin. Il y a des ETF Bitcoin. Ça se trouve, en fait, les ETF Ethereum seront un flop par rapport aux ETF Bitcoin. Et donc, tous ceux qui sont positionnés en anticipation, eh bien, ils vont sortir en fait de position. Et ça peut bien évidemment venir faire un break à la baisse. Si on vient breaker cette zone ici, la zone des 0,5, pour moi, c'est un signal extrêmement baissier. Voilà. Et encore une fois, on peut avoir ce signal. Arrêtez en fait de toujours croire qu'il n'y a qu'un seul scénario en fait qui est possible et on va tout miser sur ce scénario-là. Ceux qui font ça, quand ça marche, très bien. Vous avez anticipé, vous gagnez beaucoup, mais quand ça marche pas, vous vous faites défoncer. Donc ça, c'est pas des manières de faire. En tout cas, c'est pas des manières que moi je pense qui sont les meilleures. Donc l'Ether pour l'instant, ça stabilise. On attend un réel breakout et une véritable tendance haussière qui se met en place. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a. On a des choses qui sont positives pour l'instant. C'est mieux que ce qu'on a pu avoir par le passé. Mais tout n'est pas encore joué. Et l'Ether doit être capable de nous prouver qu'il est capable tout simplement de partir sur une dynamique haussière par rapport au Bitcoin. Si on fait rapidement le tour des alts, après j'en parlerai de manière un petit peu plus précise. Alors, grosso modo, les alts ne sont pas dans une tendance haussière de manière globale. Ça fait depuis un an que je le répète. Je me suis fait pas mal clasher parfois dans les commentaires de personnes qui me disaient que je dis n'importe quoi. Très bien pour elles. Ben, je le répète encore aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas dans une tendance haussière des altcoins par rapport au Bitcoin. Nous ne sommes absolument pas dans une saison des altcoins. N'en déplaise à ceux qui sont full exposés aux alts et qui se sont fait défoncer sur les dernières semaines. N'en déplaise à ceux qui veulent toujours anticiper avant d'avoir de réels signaux. Nous ne sommes toujours pas dans une saison des altcoins. Donc, être exposé aux alts, oui. Être trop exposé aux alts, certainement pas. Négliger en fait le Bitcoin et l'Ether dans son portefeuille, pour moi, c'est juste une énorme erreur. Voilà. Et pour l'instant, ça me donne toujours raison. Nous ne sommes toujours pas dans une phase haussière tant qu'on est en train de ranger dans cette zone-là. On est même pour l'instant plutôt sur le bas du range. Alors oui, ça peut être intéressant pour jouer un retour sur le haut du range, éventuellement. Mais encore une fois, ce range pourrait encore durer un bon bout de temps. Ça fait un an qui dure, ça ne veut pas dire en fait que dans quelques semaines, on va partir à la hausse. Loin de là, ça pourrait encore ranger pendant encore un an. En fait, on n'en sait rien, encore une fois. Le timing, personne ne peut le prédire. Donc, une tendance de range, elle peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous n'en savez rien. Donc, quand vous anticipez, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que vous ne savez pas quand vous aurez raison. Et vous ne savez même pas en fait si vous aurez raison un jour. Voilà. Encore une fois, les comportements sont en train de changer. Les investisseurs ne sont plus les mêmes. Arrêtez en fait de croire que ce qui s'est passé dans le passé va forcément se reproduire dans le futur. Vous n'en savez rien. Ça, c'est toujours important quand même de bien le rappeler. Les alts contre l'Ether, on a même plutôt des signaux baissiers. On a eu notamment cette cassure ici de la zone de support et on est en train d'avoir une tendance baissière qui pourrait s'installer. Tout va se jouer sur le pullback. Là, on a eu une première zone de rebond sur le MA13 ici qui fait office de résistance. C'est une moyenne mobile plutôt, on va dire, de court terme. Donc, il n'y a pas que celle-là, on va dire, à prendre en compte. La zone vraiment à surveiller sera celle-là. On peut très bien rebondir sur cette zone et boum, se refaire encore éclater, repartir encore à la baisse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ether est beaucoup plus intéressant que les alts. Voilà. Et donc, il faut avoir beaucoup d'Ether dans son portefeuille et pas forcément beaucoup d'alt. Le jour où ces tendances-là vont s'inverser, il sera intéressant d'avoir beaucoup d'alt. Parce que là, il y aura vraiment, on va dire, un risk-reward qui sera de notre côté d'avoir beaucoup d'alt dans le portefeuille parce que la tendance globale des alts, elle est haussière. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a très peu d'alt qui vont être dans des phases vraiment haussières et donc de surperformance par rapport au Bitcoin et à l'Ether, lorsque la majorité vont sous-performer. Et donc oui, on peut réussir de prendre vraiment que celles qui sont dans des tendances haussières. Mais c'est hyper consommateur en termes de temps. Ça demande beaucoup d'expérience. Et en plus, ce n'est pas garanti du tout. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Et en plus, dans la majorité des cas,
on va réussir à en avoir quelques-unes qui sont bien, mais les quelques autres qui sous-performent, en fait, vont faire que, en fait, on revient à la moyenne. Mais on revient à la moyenne que si on avait pris du Bitcoin ou de l'Ether, mais avec un risque beaucoup plus élevé parce que les alts sont plus volatiles et vont se prendre des phases de baisse beaucoup plus importantes. Voilà. Et donc, il faut réussir à avoir une grande majorité en fait d'alts qui sont toutes dans une phase haussière de surperformance, dans un marché qui est compliqué et où les phases haussières et les narratifs ne durent pas longtemps. Bon courage. Voilà. Bon courage, alors que parfois il suffit juste d'attendre. Voilà. D'attendre un contexte qui soit favorable pour vraiment aller prendre du risque sur des alts. Ça demande du temps, ça demande de la patience. Bien évidemment, en fait, que beaucoup de personnes ne sont pas patients et veulent absolument aller chercher de la perf sur les alts. Certains vont y arriver, mais d'expérience, dans la majorité des cas, quand vous ferez en fait le bilan, vous vous rendrez compte qu'au final, ça n'aura pas servi à grand chose et que vous aurez perdu beaucoup de temps et que ça aurait été beaucoup plus intéressant en fait de juste attendre. Voilà. Encore une fois, après, ce que je dis, ce n'est valable que pour ceux qui veulent bien me croire. Je peux très bien comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me croient pas et qui vont bien évidemment essayer. Et limite, j'ai envie de dire, vous avez raison, essayez. Et puis vous verrez bien. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, si on fait le point un petit peu plus au niveau des alts. Voilà. Bon, les grands gagnants, on va dire des 18 derniers mois, parmi les majors, donc les principales alts, il n'y en a pas 10 000, je ne vous le cache pas. BTC ETH, bien évidemment, avec BTC en tête sans aucun problème. Et ensuite, des projets quand même assez intéressants et des belles configurations techniques comme le Sol. Clairement, Solana, pour moi, il a une très très belle configuration. Il doit absolument être présent dans un portefeuille. Et le Binance Coin. Voilà. Et bien, moi en tout cas, ça fait partie des 4 principales crypto-monnaies que j'ai dans ma stratégie. Encore une fois, que je partage dans mon groupe privé. Et je peux vous assurer que ça fait du bien au portefeuille parce que clairement, ça fait partie en fait des meilleurs alts. Donc là, on a été chercher de la surperformance par rapport au Bitcoin et par rapport à l'Ether, notamment en ayant du Sol et du BNB. Le BNB, encore une fois, je ne suis pas là pour débattre de ça. Il y a pas mal de détracteurs apparemment du BNB. Bon, il y a des détracteurs du BNB en fait depuis 2017, je vous rappelle. Déjà à cette époque, je me rappelle encore de certaines chaînes YouTube de mémoire, je crois que ça s'appelait Crypto Chico, je crois, un YouTuber américain qui comparait carrément CZ, donc le fondateur de Binance, avec le mal incarné, quoi. Vraiment, c'était vraiment le mal incarné, un scammer qui va tous vous scammer. Moi, il m'a rendu riche. Voilà. Donc, dommage pour lui, pour le coup. Mais sur le BNB, j'ai quand même fait des très gros coups. Et aujourd'hui, le BNB est proche de ses plus hauts. Quels sont les alts de 2017 qui sont aujourd'hui sur ses plus hauts? J'attends. Vous pouvez chercher longtemps. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas, tout simplement. Parmi les majors, il n'y a pas d'alt aussi anciennes que le BNB qui sont aujourd'hui sur ses plus hauts. Alors certains vont me dire que Binance il manipule le prix, mais quel prix n'est pas manipulé, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, ça c'est juste de la frustration en fait. Voilà. Chercher en fait des excuses et dire oui mais Binance détient la majorité des BNB. Quelle blague en fait, parce que quasiment tous les projets aujourd'hui, ils ont une dilution max de 10 ou de 15% et tout le reste des tokens sont bloqués. Et très souvent, ils sont détenus par les équipes. Donc j'ai envie de dire en fait, encore une fois, il faut accepter en fait d'avoir tort. Le BNB pour l'instant est un très bon token. Binance reste pour moi la principale plateforme sur laquelle je me sers aujourd'hui le plus pour appliquer mes stratégies. N'en déplaise à tous leurs détracteurs, je m'en contrefiche. D'un point de vue technique, le BNB a clairement prouvé qu'il a mis sa place parmi les meilleurs alts. Point barre. Voilà. Et puis on verra quand les choses vont évoluer. Je changerai peut-être d'avis. En fait, je m'en contrefiche. Mais vraiment. Si demain le BNB donne des signaux baissiers, je le sors du portefeuille et basta, je m'en fous en fait. Je suis vraiment pas là en fait pour avoir raison sur le fait en fait de dire que le BNB sera toujours là. Ça je m'en fous. Moi je veux juste m'exposer aux actifs qui sont les plus intéressants au moment où je suis exposé en fait dessus et j'espère rester en fait dessus le plus longtemps possible. Point barre. Si demain en fait il faut sortir, je sors. En fait j'en ai absolument rien à faire quoi. Donc ça c'est malheureusement un gros problème aujourd'hui. Les gens sont trop émotionnels, ils sont trop en fait dans l'affectif au niveau des projets. Et ça il faut arrêter. Un projet on l'achète, on reste exposé dessus et dès qu'il est plus intéressant, on dégage. Point barre en fait. Et ceux qui font ça,
sont ceux en fait qui sont capables de le mieux performer. Ceux qui restent entêtés sur des projets qui font rien, eh bien restez entêtés, mais vous sous-performez. Voilà. Et honnêtement, ça c'est pas une bonne manière de faire. Et encore une fois, je ne vais pas citer tous les projets pourris qui font plus rien en fait depuis des années. Et encore combien de personnes s'entêtent sur ces projets en se disant que peut-être qu'un jour ça montera. Mais on s'en fiche. Le jour où ça montera, on en prendra. Entre-temps, il y a d'autres projets qui montent et vous n'êtes pas dessus en fait juste parce que vous êtes entêté sur quelques projets, parce qu'il y a de l'affectif, il y a de l'émotionnel, soit disant que le fondamental est tellement exceptionnel que le token il va monter forcément, alors qu'au final on le sait aujourd'hui qu'il y a une décorrélation énorme entre fondamental et prix. Mais bon bref, voilà. Donc je ferme la parenthèse par rapport à ça. Dans les autres projets, dans les mains qui sont pas mal également, on a Tron. Alors Tron, c'est un cas un peu particulier pour moi parce que c'est une blockchain qui fonctionne correctement. On s'en sert souvent et on s'en est servi longtemps en fait quand la blockchain Ethereum était complètement surchargée pour transférer des stablecoins. Maintenant, Justin Sun derrière, pour moi, c'est ça le problème. Voilà. Encore une fois, moi qui suis dans le marché depuis longtemps, Justin Sun, voilà, je sais ce qu'il a fait. Je sais en fait toutes les casseroles que le mec se traîne depuis belle lurette. La dernière en date, il y a eu FTX où il a voulu se la jouer encore une fois en bon samaritain. En fait, il n'a rien fait, il en a juste profité pour faire pumper son token. Et j'ai vu qu'il a réessayé encore de le faire sur les bitcoins détenus par l'Allemagne. Alors déjà, la baisse du bitcoin, elle n'est pas due à cause de l'Allemagne qui est en train de vendre. Je veux dire, il faut quand même, franchement, je vais rester poli, mais croire que c'est quelques dizaines de millions de bitcoins qui sont vendus, qui font baisser le marché, c'est totalement ridicule. En fait, ce qui fait baisser le marché, c'est la news, c'est le comportement des gens par rapport à la news. Et c'est pas la vente du gouvernement allemand qui est en train de vendre au compte-gouttes en fait ces bitcoins et qui n'affecte absolument pas le marché. Et ce qui m'a fait marrer en fait, ça a été de voir que Justin Sun est encore arrivé en bon samaritain, en mode non mais allez, on va vous racheter vos bitcoins en OTC pour pas impacter le prix. Non mais sérieusement quoi, mais qui c'est qui le croit encore à celui-là quoi. Déjà en fait qui devait aider tous ceux qui avaient du Tron à sortir en fait de FTX. Qui est sorti de FTX grâce à Justin Sun? Personne, je vous rassure. C'est juste en fait un opportuniste au possible qui prend les gens pour des cons. Voilà. Donc arrivé à un moment, quand il y a une personne comme ça en fait derrière une blockchain, même si c'est pas que lui derrière, moi je peux pas. Voilà. Donc le Tron, je l'ai sorti, même si d'un point de vue purement technique, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il a une belle configuration technique. Mais là, pour le coup, j'ai clairement un biais sur Justin Sun et sur la blockchain de Tron, un biais qui est parfaitement assumé, mais c'est le seul. Voilà. Sinon, pour tout le reste, je suis le plus rationnel possible dans mes choix, mais là, le Tron, je peux pas. Vraiment, là, je peux pas. Mais encore une fois, même moi, je le dis en fait aux personnes qui me suivent dans mon groupe, je leur dis, ne m'écoutez pas. Et en fait, d'un point de vue technique, le Tron reste bien. Peut-être qu'un jour j'aurai raison, peut-être qu'en fait il va tous nous... Enfin en tout cas il va scammer tout le monde sur la blockchain de Tron. Honnêtement, je ne serais pas étonné. Mais ça se trouve non. Donc encore une fois, d'un point de vue technique, la blockchain, pour l'instant elle tient la route et son token a une valorisation qui tient également la route. Maintenant, si on parle des alts et notamment de toutes les narratives qu'il y a pu avoir sur les alts, il y a quand même, on va dire, un constat aujourd'hui, c'est que ceux qui ont fait du hold, mais en fait, ils n'ont rien fait. Ça veut dire que grosso modo, c'est monté et c'est retombé. Voilà. Encore une fois, pourquoi? Nous ne sommes pas dans une saison des altcoins. Il n'y a pas d'acheteurs d'altcoins. Il n'y a pas de retail. D'accord? Les prix ont monté parce que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur. Ce n'est pas du retail qui a acheté du Bitcoin. Ce sont des institutions financières voilà, qui ont ajouté des ETF Bitcoin dans leur pondération, dans les différents fonds donc, de ces différentes institutions. Et ce ne sont pas des simples particuliers. Encore une fois, les particuliers ne se comportent pas comme ça. Ce sont des institutions financières. Ils achètent du Bitcoin et que du Bitcoin. Donc ça veut dire que oui, il y a un peu de retail qui achète ensuite des alts. Mais si aujourd'hui tout est retombé, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a aucun acheteur. Il n'y a pas d'acheteur de fonds. Même dans une phase où ça corrige fortement, dans une tendance très haussière, il y a énormément d'acheteurs
qui vont se précipiter, qui vont buy the dip, et c'est pour ça que ça va rebondir assez rapidement. Là, c'est absolument pas ce qu'on a eu. Nous ne sommes pas dans des tendances haussières au niveau des alts, parce qu'il n'y a pas tout simplement la demande. Ça, il faut absolument bien le comprendre. Aujourd'hui, c'est extrêmement localisé. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de liquidité, et donc, ça fait du va-et-vient. Ça va sur un projet, puis ça va sur l'autre. Ça fait une petite narrative sur les mêmes coins, par exemple. Les mêmes coins ont une narrative. Voilà. Donc c'est ultra concentré en fait sur les mêmes coins parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Il y a les algos en fait qui vont dessus, il y a les traders qui vont dessus, et il y a le reste, le retail, etc. qui vont aller s'amuser un petit peu en fait dessus, jouer au casino. Donc ça fait quand même un peu de volume, un peu de liquidité, et ça bouge. Voilà, grosso modo. Mais ça, c'est pas du tout tenable. Et dès qu'en fait la demande va retomber, et puis elle va vite retomber, ensuite les algos vont vendre, les traders vont vendre, et ensuite, boum, ça va paniquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait sur beaucoup de projets. Donc les narratives durent pas très longtemps. Franchement, elles demandent beaucoup de compétences pour être capable de correctement les capter et en tirer en fait des profits qui sont intéressants. De mon point de vue, en fait, dans la plupart des cas, les différentes narratives IA, Memecoin, Real World Asset et tout ce que vous voulez, ça a été principalement capté en fait par des traders ou par des initiés qui étaient là vraiment au début du mouvement et qui ont pu se gaver. Tous ceux qui sont arrivés quand le train était déjà lancé, je suis quasiment sûr, ils sont tous fait rincer et ils n'ont pas dû gagner grand chose. Voilà. Et ils ont surtout dû perdre beaucoup de temps. Les airdrops également. Les airdrops, voilà, il y a eu la vague airdrop, tout le monde s'est engouffré là-dedans. Ça fait un peu penser en fait à une foule où il y a en fait des billets qui traînent par terre et tout le monde se jette dessus. C'est exactement le même principe. Donc il y a eu un airdrop, celui de Jito, qui a été un gros succès. Succès pourquoi? Parce que tout simplement il a délivré beaucoup d'argent. Voilà. De mémoire, c'était 40 000 $ pour un airdrop qui n'a pas dû coûter grand chose pour le recevoir. Sauf que personne n'en a parlé, ou très peu, à part les quelques initiés. Et quand tout le monde s'est dit, a vu en fait que tiens, ils ont gagné 40 000 $ sur un airdrop, tout le monde était frustré de ne pas y avoir participé. Et donc tout le monde s'est engouffré sur tous les airdrops. Donc tous les projets ont surfé sur la hype, ils ont tous lancé leur airdrop, ou ils ont tous spéculé sur le fait qu'ils allaient lancer un airdrop pour que tout le monde se serve en fait de leur projet. Tous les investisseurs qui sont là en fait comme des gros chacals, ils sont tous venus pour faire les quêtes, commencer en fait à faire des actions sur tous les projets pour essayer en fait d'avoir un airdrop qui est similaire à Jito. Et in fine, il se passe quoi? Il se passe que ça marche pas parce qu'il y a trop de gens. Tout le monde se met à farmer. Il y a même des algos, enfin des robots qui vont être développés pour farmer des centaines, des milliers de comptes. Et donc au final, tout ça, ça dilue énormément la valeur en fait qui va être distribuée sur les différents portefeuilles. Et en fait, in fine, il se passe quoi? Il n'y avait que Jito qui était réellement intéressante. Peut-être une ou deux par-ci par-là, mais dans la grande majorité des cas, vous avez juste perdu votre temps. Après, encore une fois, si on n'a pas beaucoup de capital, et ça je l'avais dit en fait dans une vidéo, oui ok on peut aller essayer de gratter un peu de l'airdrop, parce que peut-être que c'est un moyen quand même plus intéressant que d'aller bosser pour un SMIC. Je pense qu'il y a quand même plus d'argent à se faire sur des airdrops, effectivement. Mais dès lors qu'on a un portefeuille à 5 chiffres, 6 chiffres, honnêtement, ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien en fait. Vous allez perdre votre temps pour aller gratter en fait quelques milliers de $, ce qui fera aucune différence au niveau de votre portefeuille, juste parce que vous avez espoir de réussir à vous rattraper, de rattraper en fait votre frustration de ne pas avoir réussi à avoir le premier airdrop vraiment à succès de Jito. Je suis désolé en fait, mais encore une fois, des opportunités, il y en aura plein. Quand tout le monde s'engouffre dans quelque chose, en général, c'est pas le bon moment, c'est terminé en fait. Il faut partir faire autre chose. Voilà. C'est pareil avec les ICO. Quand tout le monde parle des ICO, quand tout le monde veut investir dans une ICO, ça sert plus à rien, c'est terminé. Voilà. Moi, les meilleures ICO que j'ai faites, comme l'ICO de Hondo Finance, on était en 2022, en mi-année 2022, personne ne voulait investir. Voilà. Et là, ça a été une ICO à succès. J'ai mis quelques milliers de $, j'en ai tiré une somme à 6 chiffres. Voilà, là c'était intéressant. Et être frustré en fait de ça et se dire je vais rattraper en fait mon coup maintenant alors que tout le monde en fait est dans cet état d'esprit là, ça marche pas. Voilà, ça ne marche pas en fait. Donc les airdrops, grosso modo, faites un bilan par rapport à ça. Combien de temps vous avez perdu pour au final gagner combien? Et est-ce que c'était vraiment intéressant? Si la réponse est oui,
continuer. Mais pour beaucoup de personnes, je pense que la réponse sera non. Ensuite, grande prudence avec tous les tokens stars. Voilà. N'oubliez pas une chose, c'est qu'en fait, un projet, il a tout intérêt à ce que tout le monde parle de son token. Voilà. Parce que d'un point de vue marketing, c'est ce qui permet d'avoir toujours des bonnes valorisations, la communication, la communauté. Il y a eu le restaking. Le restaking qui a commencé à faire beaucoup parler de lui. Il y a énormément de personnes qui s'engouffrent dans ces différents protocoles, parfois qui prennent un risque démesuré sur des nouveaux protocoles, aller y mettre des Ethers encore une fois, pour aller gratter le futur token qui va être émis, donc encore une fois un airdrop. Parfois, on ne se rend pas compte du risque en fait qu'on prend parce qu'on met tout simplement, on va dire, en péril son capital qui va être bloqué en fait dans des smart contracts, parfois de nouveaux projets. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu trop de problèmes de sécurité, mais encore une fois, jusqu'au jour où il y en aura des gros. Pour aller hypothétiquement récupérer un airdrop, je suis désolé, mais quand j'ai regardé donc, les différents airdrops sur Etherfi, sur Renzo, je suis pas certain en fait que ça en valait le coup, quoi. Et en plus de ça, si on regarde aujourd'hui donc l'évolution du prix de ces tokens, eh ben, en fait, ce sont des tokens qui vont avoir une dilution énormissime parce que pour l'instant, il n'y a quasiment pas de tokens. Il y a une très très forte inflation. Et vu qu'on n'est pas, encore une fois, dans une tendance haussière sur la plupart des alts, il se passe quoi? Ça retombe. Ça retombe. Et là, sur Etherfi, par exemple, voilà, le prix, il s'est quand même fait diviser par 2, voire par 3. Donc ceux qui ont en plus, encore pire, ceux qui achètent ça parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'airdrops, qui en reprennent une fois que ça a été listé, en fait, il y a eu une communication marketing de dingue pour que ce soit listé le plus haut possible. Donc forcément, après, ça a beaucoup de chances de retomber. Ceux qui achètent ici, vous êtes les dindons de la farce. Je suis désolé en fait de le dire comme ça, mais vous êtes les dindons de la farce. Vous êtes tout simplement la porte de sortie des gros qui ont farmé en fait depuis le début, voire même en fait des personnes du projet qui ont récupéré également beaucoup de tokens, même si la plupart vont être peut-être bloqués, ils peuvent encore en vendre, soyez-en certains. Vous êtes la porte de sortie et ensuite, boum, ça prend moins 50, moins 60, moins 70%. Pareil pour Renzo, pareil, là j'ai pas le graphe mais c'est pareil. Starknet, de la même manière en fait. Encore une fois, oui, ceux qui ont participé au testnet, etc., qui ont réussi à avoir un airdrop, ils n'ont pas gagné non plus des sommes folles. Hein. Je crois que le prix moyen, je crois que c'était dans les 20 centimes. Non, les 5 centimes, je crois. Bon, au pire, vous me direz dans les commentaires, j'ai oublié. Mais il me semble que c'était 20 centimes. Le prix de listing, c'était à 20 centimes. Eux, ils ont réussi à faire une performance qui n'est pas trop mauvaise. On est loin d'être sur des multiples énormissimes. Et encore une fois, il fallait vendre en fait, sur ces niveaux-là pour réussir à encaisser quand même des plus-values vraiment intéressantes. Parce que depuis, on est passé en fait d'une moyenne à 1,50, même pratiquement à 2, à 60 centimes. Voilà. Encore une fois, nous sommes dans une tendance baissière. Alors peut-être qu'on a atteint un excès baissier. Comme j'ai pu vous le dire, il y a des signes de capitulation. Là, des grosses accélérations comme ça, ce sont des signes de capitulation où clairement ça panique-sell, ça repanique-sell. Peut-être qu'on a atteint un point bas, mais ça se trouve la tendance baissière va continuer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On aura des petites phases de rebond, l'espoir va remonter et boum, ça va retomber. Et ça va repaniquer encore. Et donc pour le coup, ceux qui ont acheté ici, ben, encore une fois, vous êtes sous l'eau totalement. Moins 60, moins 70%. Imaginez en fait que vous prenez quand même des baisses dignes de bear market alors qu'on n'est absolument pas en bear market. Donc c'est quand même fort. Hein. Franchement, c'est quand même fort. D'autres projets de l'écosystème de Solana, des projets comme Pit. La Pit, c'est un concurrent direct de Link dans le domaine des oracles. Encore une fois, ceux qui l'ont acheté au listing, là, vous n'avez pas été massacré parce que la performance n'a pas été si mauvaise que ça. On a eu une belle phase haussière, mais concrètement, on a tout retracé. Et encore une fois, ce ne sont pas des comportements de phase haussière sur les altcoins. Les phases haussières, elles sont très concentrées sur BTC. Encore une fois, quelques alts comme Sol, comme BNB, comme Ether. Dans la plupart des cas, même les altes tendances qu'on a pu avoir en 2023 se sont pris des énormes retracements. D'accord ? Là, je prends le cas de Celestia, qui a été clairement un des gros succès, un airdrop de l'écosystème de Cosmos en 2023. On a clairement eu une très très belle phase d'accélération,
Mais en réalité, en fait, depuis le début de l'année, ça stabilise, il ne se passe plus grand-chose et au final, boum, là, on est quand même passé de quasiment 16-17 $, on est retombé à 6 et encore le plus bas a été atteint dans la zone des 4. Vous vous rendez compte quand même de la décote. Encore une fois, on parle de baisse de 60-70%, 80% même parfois si on prend les extrêmes. Donc encore une fois, prenez des profits. Ceux qui ne prennent pas des profits, en fait, pour le coup, vous comprenez bien en fait que là, il y a des manques à gagner qui sont mais colossaux, vraiment colossaux. Pour prendre des profits, il faut avoir juste un minimum de compétences en analyse technique et il faut surtout de l'expérience pour être capable de vendre. Et moi, je le vois à chaque fois, on n'arrive pas à vendre. Les investisseurs n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont tellement habitués à faire que du hold qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et si on ne commence pas, on ne se force pas à essayer en fait de vendre, vous serez incapable de vendre sur les bons moments. Parce qu'à chaque fois, vous vous direz non, mais je vais vendre quand ce sera la alt season, quand ce sera le gros bull market. Ou vous chercherez en fait des excuses. Mais même si ces périodes-là venaient à arriver, vous ne vendrez pas. Parce que vous allez vous dire non, mais ça peut encore faire un x2. Non, mais là, j'ai $1 million, mais j'attends d'en avoir 10 parce que là, il suffit juste que ça aille à tel prix. Voilà. Vous allez tout le temps vous chercher une excuse. Là, les signaux étaient plus que clairs. Les premiers signaux vendeurs sont déjà arrivés ici avec des grosses divergences. Puis après, quand on a commencé à faire des cassures ici, et surtout, je pense que le plus gros, il était clairement ici. Je pense que là, le break qu'il y a eu ici, là, on a commencé à vraiment s'installer dans une tendance baissière. On a breaké la zone de support, on est venu la retester 2 fois. Boum, là, les signaux sont multiples. Là, honnêtement, n'importe qui a un minimum de compétences en analyse technique et qui a appris à vendre peut vendre facilement dans la zone, on va dire, vraiment en étant large entre les 12 et les 14. Voilà. Donc ça veut dire qu'il aurait protégé son capital d'au moins 50 à 60% et il pourrait aujourd'hui tranquillement se repositionner s'il estime que c'est un projet qui est intéressant, qui a des fondamentaux qui sont intéressants et donc il veut absolument se repositionner. Il peut doubler en fait le nombre de tokens qu'il avait juste en faisant un arbitrage comme ça, alors que celui qui hold, en fait là il serre les fesses. Il serre les fesses en espérant qu'on ne retombe pas tout en bas dans la zone des 2. Parce que là, on va avoir la plupart des gens qui vont être complètement sous l'eau et qui vont être hyper frustrés au final de ne pas avoir été capable de vendre. Et encore une fois, tout ce qui a eu une phase de hausse peut ne pas en avoir une deuxième aussi belle. Voilà. Donc, encore une fois, soyez prudents et encore une fois, apprenez à vendre. Moi, je le fais. Voilà, sur Endo Finance, une ICO à laquelle j'ai réalisé. J'avais une première target de vente à $1 de 20% du capital. J'ai vendu tout bêtement ici au mois de mars en fait quand on a tapé la zone des 1. Depuis, le prix a encore fait une accélération haussière, sauf que là, on a commencé à avoir une configuration qui ne me plaisait pas. On a une configuration de triangle. On a un triangle rectangle en fait qui s'est formé, mais un triangle rectangle plutôt d'une configuration de retournement de tendance. Pourquoi ? Parce qu'on a une pression vendeuse où en fait on n'arrête pas de faire des nouveaux plus bas, avec une zone de support qui tient sur le même niveau. Donc on voit la pression vendeuse systématique qui pousse vers le bas. Et moi j'ai vendu donc l'intégralité de tous les Endo que j'avais. J'en ai encore une partie en fait qui sont bloqués et qui se débloquent au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année. Mais j'ai vendu l'intégralité à 1.10, grosso modo. Voilà. J'ai un poil anticipé parce que j'avais déjà en fait des signaux vendeurs sur Bitcoin. Et bien évidemment, en fait, que Endo va pas être non plus un actif qui va être capable de rester tout en haut quand le Bitcoin commence à donner des signaux baissiers. Donc, je suis sorti dans la zone des indices et pour l'instant, j'ai eu raison parce qu'on a fait ce break. On a cassé en fait cette zone et là, on est en train d'avoir un début de tendance baissière qui est en train de s'installer avec notamment le RSI qui commence à s'installer sous les 50, chose qu'on n'avait absolument pas eu depuis le début du listing sur ce projet. L'idée, en fait, derrière, c'est quoi ? C'est juste de me dire, ok, je me protège d'une baisse qui peut être extrêmement importante. Encore une fois, on est sur des projets en fait qui sont déjà hyper capitalisés. Je crois que la market cap de Endo Finance, si on prend en compte tous les tokens, on est quasiment à plus de 10 milliards. Est-ce que vous pensez que c'est justifié que ce projet en fait vale 10 milliards ? Encore une fois, moi je suis objectif. J'ai investi en fait dans l'ICO, je me suis fait un ticket à 6 chiffres. Mais je reste objectif.
Je suis pas en train de vous dire en fait que c'est le projet du siècle. Non, franchement, c'est un projet qui fait de la tokenisation. Est-ce que c'est un projet qui a vocation à valoir 10 milliards? Non, je ne pense pas. Voilà. Donc déjà, en fait, d'un point de vue de valorisation, pour moi, il est déjà extrêmement valorisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il peut se passer exactement comme ici. Voilà. Il y a eu une belle phase de hausse et maintenant, on est reparti moins 70% plus bas. Voilà. Et ben moi, je suis parfaitement à l'aise de me dire que je vends par exemple sur ces niveaux ici. Voilà, j'encaisse, je prends le risque en fait de me tromper et donc éventuellement de devoir rentrer un petit peu plus haut. C'est pas grave, c'est un manque à gagner de pas grand chose, franchement on parle de 10-15%. Par contre ça me protège d'une baisse qui peut être de 50, 60, 70%. Moi j'ai aucun souci. J'ai aucun souci pour le coup avec ça. Et maintenant le Hondo il peut plonger dans la zone des 70, c'est franchement la porte à côté. Et j'aurais déjà en fait quasiment protégé mon capital au moins de 30 à 40% de baisse, ce qui est énorme sur un capital à 6 chiffres pour le coup. Et si après il break cette zone et que ça part réellement sur une tendance baissière, il peut repartir à 30 centimes, sans aucun problème. Sans aucun problème. Sauf que ceux qui n'ont rien vendu, eh ben, au final, ils sont passés en fait d'un beau capital à un capital qui s'est fait défoncer. Moins 60, moins 70%. Voilà. Et ça, ça vraiment, c'est sans aucun problème. Quand la tendance s'inverse, prudence. On peut aller très très bas vraiment sur les alts. On peut aller très très bas. Quand les narratifs sont terminés, tout peut retomber. Voilà. Et encore une fois, personne ne sait combien de temps les narratifs vont durer. Donc moi là, le plan il est plutôt simple. Je suis sorti relativement tôt. On peut avoir même un pullback dans la zone où je suis sorti. Aucun problème. Moi je ne re-rentre pas tant qu'on ne vient pas breaker la zone ici et cette droite de tendance ici. Donc ça veut dire dans la zone entre les 1,20 et les 1,30. Voilà. Et il faut qu'on stabilise au-dessus de cette zone-là. Donc pour moi, le manque à gagner, il n'est pas très élevé en termes de performance. Par contre, ça me protège énormément si jamais en fait la tendance se retourne complètement. Voilà. Et encore une fois, pas d'affectif, c'est juste un projet, c'est juste un token. J'en ai rien à foutre, vraiment. J'en ai absolument rien à faire. Et c'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent sur un projet que je vais être particulièrement attaché à ce projet. Pour moi, c'est juste un token, comme tous les autres tokens, et j'ai aucun état d'âme à les vendre. Voilà. Donc après, si vous voulez ajouter de l'affect, ben vous verrez que c'est souvent plus négatif que positif. Donc au niveau des alts, la stratégie à adopter de mon point de vue, c'est des prises de profit. C'est vraiment des prises de profit systématiques. Dès que vous avez des plus-values qui sont intéressantes, il faut prendre des profits dans la configuration de marché actuelle qui n'est pas haussière pour les alts, en tout cas dans la majorité des cas, et avec une demande très faible, eh bien, les tendances ne vont pas durer très longtemps et il faut vraiment faire des allers-retours. Voilà, on fait des allers-retours, on peut rester exposé plusieurs mois sur un actif. D'accord. Mais après, dès que les signaux commencent ça commence à ralentir, qu'on commence à former une stabilisation, il y a un risque que la tendance se renverse. Encore une fois, rien ne reste en tendance haussière. À chaque fois, on va avoir des phases où ça va se retourner et même très souvent, ces projets, ensuite, plus personne ne va en parler parce que tout le monde va se concentrer sur un autre projet, sur un autre narratif. Encore une fois, ça va rester comme ça tant qu'il n'y aura pas beaucoup de liquidité, tant qu'il n'y aura pas beaucoup de demandes de la part des personnes qui sont intéressées par les alts, qui ne sont pas les institutions financières qui sont contre-fiches des alts, qui eux s'exposent déjà à des actifs qui sont risqués quand ils prennent du Bitcoin et prochainement de l'Ether. Voilà en tout cas un petit peu par rapport aux alts. Encore une fois, c'est mon avis. D'autres vont me dire que non, le hold c'est génial. Bah, écoutez, si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Si in fine, vous arrivez à gagner beaucoup d'argent juste en faisant du hold, bah, écoutez, très bien également. Encore une fois, je parle de plus-value réalisée. Donc, il faut quand même passer par la case vente à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, sur les alts, je pense que c'est quand même pas la meilleure des stratégies. J'ai un avis un peu moins tranché sur le Bitcoin, par exemple, et l'Ether, où je pense que là, oui, on peut clairement adopter une stratégie de hold sur du long terme, voire du très long terme. Mais par contre, sur des alts où les cycles sont très courts, où les narratifs ne durent pas très longtemps, et dans un contexte où la liquidité elle est vraiment très très faible, je pense que ce n'est pas la meilleure des stratégies. Encore une fois, après, chacun fait comme il veut. Et en fait, ce qui compte, c'est juste d'avoir une strat avec laquelle on est à l'aise et avec laquelle on est satisfait des résultats. C'est la seule chose qui compte pour le coup. Donc j'espère que cette vidéo
vous a plu. J'avais prévu en fait de parler encore d'autres choses, notamment de biais psychologiques, mais quand je vois que ça fait quasiment 1 heure, on va s'arrêter là. Je ferai une autre vidéo pour le coup en complément pour parler un petit peu plus des biais psychologiques et également qui sont extrêmement importants d'être capable de contrôler pour correctement gérer ce marché et notamment gérer les alts, mais on en parlera dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.